Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire au cours duquel je vais vous montrer concrètement comment cela se passe sur des projets Soprasteria et avec quels moyens et quelles pratiques finalement nous activons, nous fonctionnons en modèle DevOps et nous passons d'une application Java, de code Java à une application qui tourne en production et ceci avec évidemment les niveaux de qualité et d'efficacité attendus par nos clients. Je me permets de me présenter tout d'abord. Benjamin Chaussat, je suis architecte au sein du groupe Soprasteria. J'ai eu plusieurs métiers dans le groupe, dont celui de directeur technique télécom et mes activités du moment sont de diriger, d'avoir la direction produit de ce qu'on appelle la Digital Enablement Platform, qui est l'ensemble des outils et pratiques qui sont mis à disposition des collaborateurs Soprasteria pour l'ensemble du groupe, toute l'Europe, afin de réaliser notre cœur de métier, des projets pour nos clients en maintenance ou en build. Je viens du monde Java, je viens du monde de l'industrialisation, je viens du monde du cloud et ce sont les choses qui m'animent, y compris dans mes activités actuelles. Avant de passer à du très concret et on va ensemble réaliser un certain nombre de choses, je voulais juste parler de la Digital Enablement Platform de Soprasteria, qui est en fait la plateforme standard de développement de tout le groupe Soprasteria et qui propose un ensemble d'outils, de contenus visant à être dans l'efficience dans tout ce qui est réalisation IT, avec une cible, un rêve, qui est de dire quand on démarre quelque chose, on produit de la valeur le premier jour sur un projet. Donc la DEP propose entre autres une infrastructure cloud hybride mixant public et privé à disposition des projets, un set d'outillage extrêmement large, la capacité à automatiser la délivrance d'environnements de développement, d'IDE aussi, y compris jusqu'au poste du développeur. Beaucoup d'accélérateurs technologiques, ce qu'on appelle accélérateurs technologiques, ce sont des services complémentaires qui sont mis à disposition et qui visent à être dans cette efficience maximale. Et une marketplace de composants réutilisables dans laquelle chaque collaborateur Soprasteria, chaque projet peut venir partager ce qu'il estime avoir de la valeur pour l'ensemble du groupe pour être réutilisé ailleurs. On va se regarder un sous-ensemble de cette Digital Enablement Platform ensemble, qui est celle relative à l'industrialisation, au pipeline, à l'intégration continue, qu'on pousse au-delà de l'intégration continue et c'est ce qui est mis en avant auprès des équipes Soprasteria pour motoriser, pour automatiser nos projets, c'est de poursuivre le chemin de l'intégration continue et de l'amener jusqu'au déploiement continu. C'est simple, le dispositif du code au run, le code a été écrit, le code est en train de tourner sur un serveur, il est en train d'être exécuté, est utilisable, doit être le plus automatisé, le plus rapide possible. Tout en conservant, évidemment, les niveaux de qualité qui sont attendus par nos clients, qui sont attendus par nos projets, et qui sont juste ce pourquoi nos clients nous font confiance. Alors cet outillage, il est proposé par Soprasteria, il n'est pas intégralement et totalement développé uniquement par nous. Évidemment, nous sommes des intégrateurs et nous intégrons les solutions de référence du marché. Donc, ce que propose Soprasteria à ses projets et à ses développeurs, vous en avez un petit aperçu ici, tous les logos sont pas là, mais sont les standards les plus utilisés, les plus courants, les plus à la pointe du marché.
On a parlé de l'outillage. L'outillage est une chose. Il y a aussi, et dans l'objectif de servir les projets, des starters de projets, c'est-à-dire des projets vides qui contiennent un peu de code, mais pas énormément, mais surtout toute l'industrialisation qui est nécessaire pour mettre en place, pour s'inscrire dans ces pipelines de continuous delivery et être opérationnel la minute après avoir commencé. Vous démarrez un projet techniquement. C'est un fork de ces templates que vous retrouvez ici et qu'on ira voir tout à l'heure. Ce template, il est déjà apte à suivre l'intégralité du pipeline et à se déployer et sur un environnement Soprasteria. Vous n'avez guère plus, j'ai envie de dire, qu'à coder et intégrer les règles de gestion. Évidemment, chaque contexte projet est différent et il y a énormément de contextes sur lesquels, à partir de ces templates disponibles ici, les projets vont rentrer dans ce qu'on appelle la contextualisation, c'est-à-dire adapter ce template à leur contexte spécifique, qu'il soit technologique, d'engagement, d'exigence ou de cible, puisque évidemment, il y aura des petites différences si on a une cible dans le data center du client, chez Amazon ou ailleurs. Sur ce, arrêtons avec les slides et nous allons pouvoir basculer sur de la vraie vie et voir concrètement comment cela se passe. Alors je suis ici dans l'outil central, le repository standard de code chez Soprasteria, qui est GitLab Enterprise Edition, disponible pour tout collaborateur Soprasteria en total self-service pour des usages de projet, comme pour des usages plus personnels, type POC, expérimentation, envie de partager des choses auprès du groupe. Voilà, sans contrainte et sans limite pour l'ensemble des collaborateurs. Je vous parlais des templates, donc on va aller tout de suite dans un espace dans lequel sont partagés effectivement des templates. Et puisque le sujet du jour est un sujet Java, nous allons nous préoccuper à partir d'un template Java qui est disponible. Vous voyez, on en a plusieurs dérivés, il n'y a pas que Java d'ailleurs, qui est mis à disposition. Mais nous allons partir du Java Gradle template. Et ce qui va nous préoccuper, alors on peut aller regarder, hein, le template contient un minimum de code source pour dire que nous avons une application. C'est un template qui est basé sur l'exploitation d'une stack Spring, donc Spring Boot, Spring MVC et le maximum de composants Spring qui fait référence dans le domaine des applicatifs Java modernes. Alors, nous allons revenir juste un petit peu en arrière. Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est finalement la construction de cette application et comment est-ce qu'on l'amène jusqu'à s'exécuter et de manière automatique. Ceci est représenté par un pipeline. Alors, on va aller tout de suite regarder de quel pipeline il s'agit. Et en fait, on va même tout de suite le déclencher. Le pipeline dure une dizaine de minutes, un petit peu moins à s'exécuter, et en espérant que je ne vais évidemment pas avoir d'effet démo aujourd'hui. Donc, démarrage du pipeline, et je vais vous l'expliquer en direct ce qu'il se passe. Le pipeline est donc une succession de jobs, une succession d'étapes qui s'exécutent et qui est contrôlée donc par un composant GitLab CI de GitLab et qui va nous amener progressivement
passage de différentes étapes, appliquer un certain nombre de règles, réaliser un certain nombre de tâches, réaliser des vérifications et amener notre applicatif du code, c'est ce qu'on a en amont du pipeline, jusqu'à l'exécution. Voilà. Que font les étapes qu'on a ici, puis après je vais vous montrer comment est-ce qu'un développeur exactement fait pour implémenter ça rapidement et efficacement. La première étape est une étape de vérification dans laquelle le pipeline commence par vérifier que tout ce qui est nécessaire à son exécution va être disponible, que l'ensemble des services sur lesquels il va s'appuyer sont là, et que je ne vais pas avoir à la fin de mon pipeline une erreur parce qu'un service n'est pas disponible, il est en maintenance, le réseau ne fonctionne pas, des choses comme ça. Donc ça commence par peut-être une vérification de l'ensemble des outils. Ensuite, on a les étapes classiques du build d'une application Java, pilotée par Gradle, en l'occurrence ici. Voilà, avec la compilation, l'exécution des tests unitaires, ici aussi le traçage de la couverture de code, le packaging sous forme d'un WAR de l'application. Ce pipeline-là a vocation à déployer son applicatif sur du Kubernetes. Et donc, une étape supplémentaire qui est ici, le build image, va être de transformer de passer de notre WAR à une image Docker qui pourra être intégrée à un repository d'image et déployée sur un orchestrateur tel que Kubernetes. En l'occurrence ici, on a choisi de déployer sur OpenShift, qui est distribution Kubernetes améliorée de Red Hat. Voilà, donc une étape qui a lieu ici, dans laquelle nous avons buildé l'image, justement, c'est justement celle qui démarre. Je vais peut-être l'ouvrir. On va pouvoir envisager de voir ce qui se passe. OK. Ouais, ici, c'est bon. Voilà, hein, on a accès en live et en direct à tout ce qui se passe au cours de chaque étape. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du build des images. Voilà, c'est la construction classique d'images Docker basée sur Canico. Des étapes ensuite, à l'issue de ce build d'images et de cette construction d'images qui sont liées à la qualité de ce qui est produit, avec différentes analyses menées en parallèle. Vous voyez ici le parallélisme des analyses. Hein. La vérification des dépendances, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de vérifier que les dépendances qui sont embarquées dans l'application, les librairies qu'on utilise, que l'application utilise, des librairies majeures, Spring, voilà, aux librairies les plus mineures utilisées au très fond du code, n'induisent pas de failles de sécurité, ne contiennent pas de failles de sécurité qui seraient préjudiciables à l'applicatif. C'est extrêmement important et nous avons des engagements de sécurité auprès de nos clients, donc il faut vérifier ça systématiquement. De la même façon, nous produisons des applicatifs professionnels et nous devons nous poser la question des licences des librairies que nous utilisons et en particulier nous méfier de certaines licences, avoir conscience de certaines licences open source contaminantes qui pourraient poser problème. D'où une étape ici qui utilise un outil de vérification des licences et qui va nous permettre de déceler et de détecter automatiquement et de générer une alerte concernant des licences qui pourraient être contaminantes pour notre applicatif et nous poser un vrai problème de livraison à nos clients, un problème légal. Et un classique de la calimétrie et de la vérification qualitative de ce qui est produit, la calimétrie liée au code source, en l'occurrence ici avec SonarCube, donc une analyse calimétrique qui va nous remonter les violations, les erreurs, les anomalies, les codages imparfaits dans le code pour pouvoir être amélioré. Je vais faire une petite pause à ce moment-là, juste pour vous signifier, je ne vous ai pas parlé encore, là vous avez vu j'ai lancé le pipeline à la main,
manuellement dans le cadre de la démo, et ça, on a toujours possibilité de le faire, bien évidemment. Le pipeline est configuré pour se déclencher à chaque commit, à chaque merge, à chaque fois que quelque chose arrive sur le code source. Voilà, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir ces étapes-là que je suis en train de vous présenter là, vont se réaliser dans les minutes après qu'un développeur ait commité du code ou une merge request ait été acceptée. Ce qui signifie que quand il y a une anomalie, la réponse officielle, puisque le pipeline est la référence pour l'ensemble du build, arrive immédiatement au développeur et il est immédiatement en mesure d'aller corriger. Les étapes suivantes sont les étapes de déploiement. Donc il s'agit là, notre image existe, Docker, elle a été validée technologiquement, tout est OK, les indicateurs sont ouverts, elle va être déployée. Donc un espace va être créé sur OpenShift, sur un OpenShift mutualisé au sein de Soprasteria. Un espace va être créé et l'applicatif va être déployé et démarré dessus. À ce moment-là, des tests vont pouvoir être évidemment, nous avons une anomalie. C'est pas grave, on va relancer la tâche. Nous utilisons ici pour la démo ce qu'on appelle des shared runners GitLab CI, et entre midi et 2, il peut y avoir beaucoup de gens qui soient en train d'avoir des schedules de pipeline, ce qui fait que la ressource est parfois entre midi et 2 dans le shared, un peu difficile à obtenir. Pour les intérêts des projets, il y a la possibilité d'avoir des runners privés qui permettent d'éviter cette difficulté temporaire. Le déploiement, donc OpenShift, là, si tout est OK, que des tests éventuellement manuels sont réalisés, il est possible de revenir sur ce pipeline et de réaliser une release. Donc une release, il s'agira là d'officialiser la version dans le code source pour dire cette version-là, voilà, elle a été validée, elle est bonne. Possibilité aussi de détruire ce qui a été créé, l'environnement qui a été créé. Nous sommes très cloud mindset, donc beaucoup de choses sont éphémères. C'est l'état d'esprit autour du cloud. Les choses n'existent que le temps qu'elles ont besoin d'exister, en fait. Donc, aussi facilement, comme on le voit ici, on crée des choses aussi facilement, on en détruit et on fait ça extrêmement souvent. On l'automatise le plus possible dans un objectif de ne pas se restreindre dans notre capacité à tester rapidement et à se mettre rapidement en situation. Voilà, et ce qui amène au fait que, par exemple, ici, vous pouvez avoir 5 développeurs en même temps qui sont en train de coder sur la même application, mais à chaque fois que chacun va committer, 5 en parallèle, on va pouvoir avoir des déploiements de leur version de l'application, de ce qu'ils sont en train de faire, afin qu'ils soient en mesure de valider. Voilà, la petite gêne est passée et donc ça continue. Nous sommes sur un déploiement, on va pouvoir aller voir l'applicatif une fois qu'il est déployé. La dernière étape ici, c'est une étape qui s'exécute à différents événements qui se passent dans le pipeline. En fait, c'est celle qui nous sert à reporter, puisque nos développeurs ne regardent pas forcément dans cet outil-là directement, mais ont aussi des consoles de gestion sur écran géant. Alors, j'ai pas d'écran géant, je suis désolé, dans les bureaux. Qui permettent en fait de suivre à l'échelle d'une équipe exactement tout ce qui se passe et de faire vivre des indicateurs en temps réel. Donc cette dernière étape sert à ça. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que concrètement un développeur implémente. Alors, allons-y rapidement. L'ensemble du pipeline, d'un pipeline GitLab CI, c'est géré dans un fichier qui s'appelle gitlabci.yaml. gitlabci.yaml, ici, de ce template, en fait, vous pouvez le voir, il commence par dire, moi, je vais inclure ce qu'on appelle la CI librairie chez Soprasteria, qui est les librairies de tâches préfaites,
tout ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, existe sous forme de tâches préconfigurées qu'il suffit juste d'hériter, en fait, d'importer pour en disposer. Et finalement, notre GitLab CI YAML, qui définit l'ensemble du build qu'on vient de voir, qui est quand même quelque chose de relativement complexe, ne contient que les spécificités propres à cette application-là, Java, de build, avec Gradle, bien précisément. Donc, le fichier est, peut-être vous n'avez pas l'habitude d'en voir, ce fichier-là est très très court. C'est le fichier propre au projet. Les GitLab, ce qui est importé ici, CI Library, c'est quelque chose qui est mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs dans un espace librairie. Voilà, nous allons aller dessus tout de suite, et qui définit toutes les étapes qui sont nécessaires. Là, on a intégré le main. Le main, c'est-à-dire qu'on hérite de l'ensemble des étapes possibles, mais il est évidemment possible d'aller et de n'intégrer que l'étape qui intéresse. Voilà, alors on va prendre le deploy, deploy sur OpenShift par exemple. Voilà, et c'est ici qu'a été préconfiguré et mis à disposition des collaborateurs tout ce qu'il faut pour faire un déploiement d'une application sur OpenShift au sein de l'écosystème OpenShift de Sopra Steria. Donc vous allez retrouver, c'est relativement simple, les commandes qui sont utilisées directement sur notre OpenShift, voilà, avec un certain nombre de variables. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces variables qui sont des variables de contexte du projet particulier, sont des variables qui sont alimentées via un dispositif d'enregistrement de variables au niveau du projet, du groupe, ou un coffre-fort numérique pour certaines variables qui pourraient être très confidentielles, type mot de passe de connexion ou ce genre de choses. Voilà pour la manière que nous avons à Sopra Steria d'implémenter l'automatisation et surtout de permettre à nos collaborateurs et à nos projets d'être très très efficaces en employant finalement des étapes préconfigurées pour accélérer. Ce qui ne veut pas dire que nos collaborateurs ne sont pas amenés à écrire eux-mêmes aussi parfois des éléments de pipeline, bien évidemment. Mais notre objectif, il est de les assister le plus possible et de leur donner sur étagère le plus d'éléments possible pour qu'ils puissent se concentrer exclusivement sur ce qui est spécifique à leur contexte et qu'ils ne soient pas systématiquement obligés de réinventer les façons de faire, puisque on peut considérer de manière tout à fait légitime que c'est une perte de temps, et une perte de temps multipliée par 35 000 développeurs, ça fait une très grosse perte de temps qui est préjudiciable au groupe et à nos clients. Sur ce, j'ai terminé pour cette démonstration de notre modèle de fonctionnement et des outils qui étaient mis à disposition. C'est relativement court, donc condensé. J'espère que vous avez pu suivre, et je sais que quelques questions ont été adressées je recherche. Voilà, pardon. Voilà, on reprend voilà. Quelques questions ont été adressées auxquelles je vais m'atteler à répondre. Alors peut-être que vous avez déjà vu passer la réponse dans la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres langages que le Java qui sont utilisés chez Sopra Steria? Bien évidemment, les langages sont un choix des architectes, des experts Sopra Steria, mais sont aussi dirigés par le client, dirigés par l'applicatif, ses contraintes et ce que nous sommes en train de réaliser. Et vous allez trouver un panel extrêmement large, à peu près tout ce qui existe, de l'ancien, un petit peu, du C, du C++, un petit peu, du Java, du .NET, et également des technologies beaucoup plus modernes, le JavaScript et ses déclinaisons TypeScript et équivalents, du Go et des choses encore plus exotiques au besoin à l'échelle du groupe. Le pragmatisme veut qu'il faut utiliser le meilleur langage à chaque fois que nous réalisons un projet. Et donc vous avez peut-être vu, quand on regardait les templates tout à l'heure, des templates pour d'autres technologies que le Java
bien évidemment, puisque nous ne sommes pas là que pour motoriser le Java, mais pour aider nos développeurs dans tout leur contexte d'utilisation. Ensuite, le cloud. Est-ce que le cloud est utilisé pour les applications développées? Le cloud est un sujet à lui tout seul, bien évidemment. Le Digital Enablement Platform est une plateforme qui est cloud native. Elle est elle-même cloud native et elle fournit les capacités cloud. Nous sommes associés notamment avec Microsoft pour nos besoins en développement et nous fournissons des capacités. Nous utilisons Azure pour tout ce qui est public. Nous utilisons Azure Stack pour tout ce qui est. Nous avons des instanciations Azure Stack, donc du cloud Azure privé dans nos propres data centers, pour ce qui doit rester privé, puisque vous le savez, tout ne peut pas être dans les clouds publics. Ce qui ne signifie pas que nous nous limitons aux produits Microsoft dès qu'il s'agit d'applicatifs. Nous développons aussi bien pour tous les cloud providers, les majeurs, ceux que vous connaissez tous, certains moins connus, ou plus de niche, ou plus particuliers. En fait, l'adéquation se fait dans un triptyque entre le besoin, les exigences et le client. Et Soprasteria, avec son rôle de conseil, d'orientation, ses expertises, ses architectes, ses outils, vient supporter tout ça. Donc oui, pour et par le cloud, et de plus en plus, et y compris pour transformer des scénarios de maintenance, des scénarios voilà, qui n'étaient pas orientés cloud il y a encore quelques temps et qui se transforment pour, même si l'application n'est pas une application cloud, le développement se fait avec un état d'esprit et des outils qui sont des outils cloud, de l'infrastructure cloud, qui ouvre un champ des possibles très important au service du développement, de l'efficience et de l'efficacité dans la production. Nous avons atteint la fin de ce webinaire. Je vous remercie d'être venu assister à cette présentation et je vous souhaite de bonne continuation dans cette période, ma foi, complexe pour tout le monde et la meilleure santé à vous tous. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée.